Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session des entretiens enseignants-entreprises sur le thème « Quelles sont les conséquences macroéconomiques de la transition environnementale ? Comment les prendre en compte ? Gouvernance, incitation ». Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et c'est un thème qui m'a un petit peu occupé ces derniers mois. C'est un thème sur lequel les économistes ont été extrêmement attaqués. Il y a eu des publications académiques montrant qu'il n'y avait pas eu assez de publications académiques d'économistes sur les questions touchant à l'environnement. Et pourtant, il y a 3 ans, il y a eu une pétition qui a été signée par plus de 3500 économistes, dont 27 prix Nobel, pour enjoindre les États-Unis d'imposer une taxe carbone. Mais c'est vrai que la macroéconomie de la transition reste largement à inventer, même si on commence à voir un certain nombre de briques en place. Et nous allons en parler avec nos 4 intervenants. D'abord, 2 énergéticiens qui travaillent en entreprise, mais qui sont aussi économistes. Tous les 2 ont d'ailleurs le titre de chef économiste. Thomas Olivier, pour avoir le prénom entier, Thomas Olivier Léautier chez Total Énergie, un pétrolier qui prend un virage vers les ENR. Il avait occupé la même fonction auparavant chez EDF. Pierre-Laurent Lucile, lui, qui est chez Engie, donc, où il a occupé différentes fonctions avant d'en devenir chef économiste. Et puis nous aurons aussi le témoignage d'Antoine de chez Le Prêtre, qui est économiste senior à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, présenté souvent comme le think tank des pays principalement avancés. Et il travaille depuis très longtemps sur ce sujet, puisqu'il a même fait sa thèse sur l'invention et la diffusion mondiale des technologies permettant d'atténuer le changement climatique. Et enfin, Eliane Chevalier, vous êtes Eliane, administratrice indépendante chez le sondeur Ipsos, chez le fabricant de matériel électrique Legrand. Auparavant, vous l'avez été dans l'agence de notation extra-financière, ce qui nous rapproche un peu du sujet du jour, chez Vigéo. Et vous allez nous dire comment ces questions sont abordées dans ce lieu essentiel du pouvoir en entreprise, qui est le conseil d'administration. Et je vais commencer d'ailleurs par vous, Eliane, par une question un peu brutale. Les entreprises sont-elles compatibles avec la transition environnementale? Alors, à question brutale, réponse non pas brutale, mais directe, bien entendu, et la question ne se pose même plus. C'est un impératif parce que toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, et non pas simplement les énergéticiens, sont concernés et nous n'avons plus le temps. Donc déjà, on a une pression forte qui s'exerce et là où il ne faut peut-être pas se tromper de sujet, on n'est pas simplement dans un changement de modèle de source d'énergie, de consommation d'énergie, mais ça a été déjà un petit peu abordé dans la table précédente. On est face à un changement de modèle de démocratie et j'ose dire de civilisation. Donc ça va bien au-delà de la simple production de sources d'énergie et de la façon dont nous avions l'habitude jusqu'à présent de produire, de consommer, de voyager, de se vêtir. Et c'est une remise en question extrêmement profonde d'un modèle de croissance capitaliste qui a montré certaines limites et qui reste à définir, c'est-à-dire créer de la richesse, mais avec beaucoup moins de carbone. Alors, les réponses, on les cherche. Je suis bien entourée avec des personnes qui vont apporter déjà une vision, mais il y a beaucoup de choses à inventer. Et puisque nous avons un public d'enseignants en face de nous et par écran interposé, d'enseignants qui vont former des nouvelles générations qui vont venir enrichir parce qu'ils auront une vue globale du sujet. Des solutions qui sont absolument impératives, j'ose dire, pour la survie de la planète. Voilà, je mets de l'ambiance tout de suite. Voilà. Vision globale, c'est un thème qui est ressorti déjà dans la première journée et aussi dans cette seconde matinée des entretiens. Face à ce changement, cet impératif, les entreprises ont souvent donné l'impression d'attendre. Parfois même, elles ont fait du lobbying pour retarder les évolutions. Thomas, est-ce que l'inaction, n'est pas pour l'entreprise en la matière le plus simple, la tendance la plus naturelle? Ça marche, oui. D'accord.
Je pense que tous les changements dans la nature humaine, vous savez, c'est les 7 stages of grief, donc c'est les différentes étapes. Et effectivement, il y a de nombreuses entreprises qui à l'origine ont souhaité ne pas changer, ont essayé de refuser le changement, mais les quelques entreprises que je connais, en particulier Total Energy, sont des entreprises qui sont complètement engagées dans le changement. C'est-à-dire qu'elles ont pris conscience de l'impérieuse nécessité d'éviter une catastrophe climatique, exactement comme vous le disiez, qu'il n'y a pas le choix. Et donc, nous, on déploie notre capital vers des solutions décarbonées, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme, alors qu'effectivement, il y a 5 ou 10 ans, ce n'était certainement pas quelque chose qu'on aurait fait. Donc, je pense que ça dépend des entreprises, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des dirigeants aussi, puisque chaque dirigeant a un rôle important à jouer. Mais je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité des entreprises ont décidé de ne plus attendre, de sortir de cette position d'attente. Et en tous les cas, dans l'entreprise que je connais le mieux aujourd'hui, c'est Total Energy. C'est vraiment un engagement collectif. Et on le voit dans les choix d'investissement, dans le choix des carrières, dans un ensemble de facteurs internes et externes. On voit bien que l'entreprise se tourne vers la transition énergétique. Quand vous dites qu'il y a beaucoup de cash qui est investi sur le renouvelable, ça fait quelle proportion en gros, sans révéler de secret? Non, mais ce sont des informations qui sont publiques. La petite particularité de l'industrie pétrolière, c'est qu'il faut chaque année remettre de l'argent dans les actifs pour continuer la production. Alors quand j'étais chez EDF, une fois que vous avez bâti une centrale nucléaire, vous n'avez pratiquement plus besoin de remettre de l'argent. Dans le cadre du pétrole, chaque année, il faut remettre de l'argent. Donc ça veut dire que la moitié de notre CAPEX, de notre budget d'investissement chaque année, va sur le maintien de notre outil de production. L'autre moitié, qui est du budget de croissance, dans cette moitié-là, il y en a une moitié qui va à renouvelable, donc essentiellement la transition énergétique, et l'autre moitié qui va plutôt vers l'exploration et production de nouvelles sources de gaz en particulier, puisque nous, on pense que le gaz a un rôle à jouer. Donc en gros, il y a un quart du CAPEX et donc la moitié du CAPEX de croissance qui va vers la transition énergétique, ce qui est beaucoup, et ce qui est d'ailleurs un peu plus que la plupart de nos pairs. Quand vous regardez les benchmarks, on est un peu au-dessus des pairs dans notre industrie. Bon, d'accord. Donc, les entreprises n'ont pas le choix. Elles vont devoir y aller. Celles qui niaient qu'il falloir faire quelque chose sont en train de s'y mettre. Pierre-Laurent, ça veut dire quoi à l'échelle macro? Quel est le principal effet de cette transition quand vous la regardez? Non pas là du point de vue d'Engie où vous travaillez, mais vraiment à l'échelon macro. Alors, à l'échelon macro, il me semble que s'il y a un point fondamental à retenir, c'est un choc d'investissement qu'on a devant nous. En gros, aujourd'hui, si on raisonne à l'échelle française, l'économie française investit 30 à 40 milliards d'euros dans la transition. Alors, je vais me focaliser sur l'aspect transition énergétique. Rexecode vient de sortir une étude récemment qui dit qu'il faudrait rajouter 60 à 80 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en gros à 1% du PIB. Il faudrait passer à 3. Donc ça, c'est un choc, et passer à 3 vraiment dans les années qui viennent. C'est un choc d'investissement massif. Alors, il y a aussi une bonne nouvelle derrière ça, parce que la transition énergétique aussi, fondamentalement, c'est une économie de CAPEX, c'est-à-dire c'est des coûts fixes par rapport à ce dont on vient. Pour illustrer, l'éolien, le solaire, on investit beaucoup, puis après, les coûts de production, je dirais marginaux, sont quasiment nuls. Il n'y a pas besoin de mettre de gazole ou de charbon pour les faire tourner. Absolument. Autre exemple, on rénove un bâtiment, c'est beaucoup d'investissements, et puis après, c'est une très forte baisse des coûts d'exploitation, parce qu'on diminue énormément la consommation énergétique. Même chose pour les pompes à chaleur. Une pompe à chaleur, ça coûte en investissement 4 ou 5 fois plus cher qu'un système de chauffage standard, mais après, on a énormément d'économies d'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'on va dans un cycle où finalement les coûts c'est des capex et on engrange des revenus qui sont des baisses des OPEX. Donc si on dit on a 100 milliards par an à investir dans la transition énergétique, c'est intéressant de mettre ça au regard par exemple des 100 milliards d'euros par an qui sont en gros ceux que la France paye, investit dans les hydrocarbures, le brut, les produits pétroliers, le gaz. Alors pas en ce moment, parce qu'en ce moment, on vit des choses un petit peu particulières, mais je dis en régime de croisière. Et donc, ça veut dire que si on a une vision un peu très macro, ça s'équilibre.
Et les gens, il y a des gens qui ont regardé ça de manière un peu plus fine, notamment le Haut Conseil au climat britannique. Il dit on va avoir pendant 15 à 20 ans donc, ce choc d'investissement. Et d'ici 15 à 20 ans, finalement, les gains d'OPEX, tous ces carburants qu'on va économiser, toutes ces économies d'énergie vont finalement faire plus que compenser cet investissement et la transition énergétique va devenir rentable. Maintenant, c'est un message très positif à long terme. Il n'en demeure pas moins qu'à court terme, on a un choc. Et Jean Pisani-Ferry parle souvent d'un choc d'offres qu'il va falloir gérer, mais quand même avec l'espoir à terme de quelque chose, alors sans même parler évidemment du bénéfice environnemental, hein, qui évidemment dont on est tous convaincus, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, mais si on raisonne d'un point de vue strictement économique, on est quand même sur des business models à long terme qui sont rentables. On espère donc que ce long terme arrivera avant que nous soyons morts. Et ça fait tout de même c'est un ordre de grandeur tout à fait important, sachant qu'il faut aussi qu'on investisse dans plein d'autres choses. On sait qu'il va falloir investir davantage pour la dépendance. On sait qu'il va falloir dépenser davantage pour l'école, évidemment. On sait qu'il va falloir dépenser davantage, et je dirais presque, hélas, en matière de défense. Donc ça suppose tout de même des choix qui vont être extrêmement brutaux. Antoine, est-ce que vous confirmez cet ordre de grandeur et quel est l'impact sur l'industrie, sur les coûts de production? Est-ce qu'il n'y a pas des risques, si cet effort est fait inégalement, d'avoir des sautes brutales de compétitivité qui pourraient avoir des effets assez redoutables? Ah oui, je confirme totalement ce qui vient d'être dit. Pour moi, c'est la même chose, un choc d'investissement, des adoptions de nouvelles technologies. En gros, il faut passer d'un système à un autre et ça suppose que les entreprises investissent à la fois dans la R&D et ensuite dans l'adoption de nouvelles technologies, et c'est pareil pour les ménages. Évidemment, la crainte, et c'est sans doute pour ça qu'on a été assez lent à adopter des politiques climatiques ambitieuses, la crainte, c'est ses effets sur la compétitivité des entreprises. J'ai fait beaucoup d'études sur le sujet. Le mécanisme intuitif, c'est que les politiques climatiques modifient les prix relatifs. Donc, tout à coup, des entreprises qui sont situées en France, par exemple, qui prennent des mesures ambitieuses, il y a une taxe carbone, par exemple, il y a un marché européen du carbone, elles font face à des coûts de production qui sont supérieurs à leurs concurrents sur les marchés internationaux. Et du coup, tout le problème vient de la différence d'ambition, de la différence de sévérité des politiques entre les pays. Si vous avez un monde dans lequel tout le monde avance au même rythme, cette question ne se pose pas tellement en fait. La question de financer la transition, de financer l'investissement reste entière, mais ce choc sur les coûts relatifs disparaît. Pour l'instant, avec les politiques qu'on a mises en œuvre, qui sont divergentes, on n'a pas vu tellement d'effets macro sur des grandes variables comme l'emploi, comme le commerce international ou d'autres. C'est très faible en fait. Mais il reste deux choses très importantes. D'une part, on va vers un monde avec les ambitions de neutralité carbone où évidemment les politiques vont être beaucoup plus sévères, beaucoup plus ambitieuses. Et si la divergence entre dans le rythme auquel les pays mettent en œuvre ces politiques augmente, alors ces risques de compétitivité vont aussi augmenter. C'est pour ça, par exemple, qu'on parle à l'échelle européenne d'une taxe carbone aux frontières. Et il y a une deuxième chose, c'est que même si l'effet n'est pas important au niveau macroéconomique sur des grandes variables comme l'emploi, il n'en reste pas moins qu'à l'intérieur de chaque pays, à l'intérieur de chaque secteur, ce que la transition entraîne, ce sont des réallocations très importantes entre entreprises d'un même secteur et entre secteurs. Des secteurs qui vont diminuer, d'autres qui vont augmenter. Et à l'intérieur des secteurs, les politiques climatiques, évidemment, favorisent les entreprises les plus efficaces énergétiquement, et celles qui sont les moins efficaces risquent de sortir du marché si elles n'arrivent pas à s'adapter. Et du coup, ça suggère qu'il faut mettre en œuvre des politiques d'accompagnement sur le marché du travail, sur la R&D, sur l'adoption de nouvelles technologies. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec l'ouverture
de la Chine au reste du monde, où on a eu des impacts. Il y a des travaux académiques qui montrent qu'aux États-Unis notamment, il y a eu des impacts macro qui n'ont pas été très, très, très forts, mais il y a eu des impacts en revanche locaux qui ont été extrêmement puissants. Et qui explique en partie des changements politiques tout à fait importants. On a l'impression qu'on a un peu la même mécanique qui peut se développer avec cette transition. Oui, c'est un très bon exemple. En fait, les problèmes sont locaux parce qu'il y a une concentration des activités les plus polluantes et les plus énergivores dans certaines zones bien précises et au sein de certains secteurs. Quand vous regardez la distribution des émissions de CO2 ou de la consommation d'énergie à travers les secteurs, l'essentiel de la consommation, elle a lieu dans une poignée de secteurs. Les plus énergivores, on les connaît, l'acier, la chimie et d'autres, et le ciment par exemple. Et il se trouve que ces secteurs sont aussi concentrés géographiquement, et donc ça pose des problèmes politiques très importants qu'il faut prendre en compte très sérieusement. Eliane. Alors, moi, j'ai envie de réagir à vos propos parce que je pense qu'on est au cœur du sujet et qu'il faut aborder les choses de manière lucide et déconstruire nos raisonnements de compétitivité et de rentabilité. Je parlais tout à l'heure d'un modèle capitaliste. On a tous été éduqués en tant que dirigeants, etc., de chercher à maximiser la rentabilité des entreprises. Maintenant, il faut qu'on s'interroge quelle rentabilité veut-on rechercher et comment la mesurer. Je pense qu'il faut accepter, et les marchés financiers devront l'accepter également, des rentabilités qui seront dans le futur moindres que les exigences sous lesquelles on avait une tutelle, pour caricaturer les choses, les 15% de return on capital employed qui étaient exigés par les marchés depuis des décennies. Parce que ça coûtera, ce que vous venez de dire, parce qu'il y a des investissements importants à l'instant T, avec des rendements qui seront différés dans le temps et avec un horizon de temps qui va être très long, peut-être 5, 10, 15 ans, et en sachant d'ailleurs pas si c'était les bonnes décisions qu'on prend aujourd'hui. Tout ça pour dire que il faut, me semble-t-il, du point de vue des entreprises et des marchés financiers, je parle en tous les cas pour les sociétés cotées en bourse, que les exigences d'attente de rentabilité soient beaucoup moindres que ce qu'on a vécu dans le passé, et savoir aussi de quelle rentabilité parle-t-on, et pas simplement de marge financière, mais aussi d'inclusion de tous ces facteurs de protection de l'environnement, de la biodiversité, qu'on va devoir intégrer quelque part dans l'attente de ce qui les entreprises devront délivrer dans le futur. Donc là aussi, c'est un bouleversement de raisonnement, et pas simplement de raisonnement, c'est une mise en place ensuite de politiques et de stratégies industrielles complètement revisitées en intégrant ces facteurs, choses sur lesquelles on n'était pas forcément habitué jusqu'à présent. Il y a des résistances là-dessus. Dans mon journal Les Échos d'aujourd'hui, il est question du Texas, où le gouverneur du Texas a dit à toutes les institutions sur lesquelles il a autorité qu'il fallait arrêter d'investir, de soutenir par exemple, enfin de recourir par exemple aux banques qui mettent les questions de finances durables au premier rang de leurs priorités. Et donc on voit qu'on a des résistances qui sont très fortes. Ça va déboucher sur un nouveau capitalisme, et ça rejoint aussi ce que disait Patrick Artus hier sur cette exigence de rendement du capital qu'il va falloir changer. Thomas, vous vouliez réagir là-dessus, et puis donc on nous a décrit un mur d'investissement, mais un mur d'investissement, ça va aussi avoir des effets favorables. Est-ce qu'on va avoir de la croissance verte? Hier, on a parlé un peu des emplois verts, mais est-ce qu'on va avoir de la croissance verte? Alors, d'abord, je vais juste réagir sur le point de la rentabilité. Il y a un lien qui est fait dans le public entre le capitalisme et la destruction de la planète et le changement climatique. Alors, je pense que le problème est plus profond que ça. Aujourd'hui, le plus gros émetteur de CO2 dans le monde, c'est la Chine.
La Chine, c'est dirigé par le Parti communiste chinois. Donc, ce qui se passe, c'est que le plus gros, un petit raccourci que vous me pardonnerez, c'est que le plus gros émetteur aujourd'hui, c'est le Parti communiste chinois, qu'on peut difficilement accuser d'être un suppôt du capitalisme. Donc, là où je veux en venir, c'est que les émissions, l'impact qu'on a sur la planète, c'est le prix qu'on a payé sans s'en rendre compte pour le développement économique formidable qu'on a connu depuis le début du 19e siècle. Et je pense que mettre l'accent sur le capitalisme, qui a été l'outil qu'on a utilisé en Europe, le capitalisme, c'est juste le moyen qu'on a utilisé en Europe pour conduire ce développement, et pas exactement mettre l'accent au bon endroit. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que dès qu'on parle de réduire les émissions, il faut qu'on comprenne que ça va avoir un impact économique sur le niveau de vie chez nous, mais aussi sur le niveau de vie de milliards de personnes qui n'ont pas eu accès à cette révolution énergétique, qui n'ont pas eu accès à l'énergie fossile dans les 100-200 dernières années et qui ne sont pas au même niveau d'espérance de vie, de bien-être en général que nous sommes nous. Donc il faut être très vigilant, je pense, à bien comprendre que le changement climatique, c'est le prix qu'on paye pour le développement économique formidable qu'on a connu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut continuer, au contraire, il faut s'arrêter, il faut trouver un chemin de croissance raisonné, il faut trouver un chemin qui nous permette de développer les gens qui en ont besoin, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès aux hôpitaux, etc. etc. Il faut trouver ce chemin-là tout en décarbonant sans qu'il fasse le fossile comme on l'a connu. Je pense que le raccourci changement climatique égale capitalisme est un peu bref. Et sur cette bonne parole, j'ai oublié ta question qui était pourtant très bonne. Le mur d'investissement. Oui, mur d'investissement, croissance verte. Alors, là, par définition, c'est Patrick nous l'a expliqué à plusieurs reprises, quand on déploie du capital pour autre chose qu'augmenter la productivité, à long terme, on ne va pas augmenter la croissance de l'économie. C'est-à-dire que la transition écologique, la transition énergétique, c'est prendre du capital, le mur d'investissement dont parlait Pierre, et l'utiliser pour faire autre chose. Donc ça va pas constituer de la croissance verte au niveau macroéconomique. De même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des énergies qui sont peu chères, les énergies fossiles, et les remplacer par des énergies qui sont un peu plus chères, au moins en capex. Alors quand on fait les valeurs, etc., ça reste quand même un peu plus cher, qui sont des énergies décarbonées. Donc pareil, ça ne va pas augmenter la croissance potentielle. Donc non, on n'aura pas de croissance verte au niveau macroéconomique. En revanche, il y aura effectivement des secteurs qui vont croître très vite. Alors effectivement, si vous faites des véhicules électriques, si vous faites de la rénovation thermique des bâtiments, si vous êtes dans des technologies vertes du futur, votre secteur va augmenter. Mais au niveau macroéconomique, on ne voit pas comment on pourrait augmenter le potentiel de croissance à long terme. Alors pas de croissance verte, et dans l'autre sens, est-ce que ça irait pas plus vite en décroissance ? Alors ça, c'est le pendant, c'est... l'autre utopie dont on entend beaucoup parler, c'est la décroissance. C'est-à-dire on va réduire la taille de l'économie, ça nous permettra ainsi de décarboner notre économie. Alors, ça rejoint un peu le commentaire. Pour autant, je suis d'accord qu'il faut réfléchir différemment à la profitabilité, que les taux de rendement doivent baisser, etc. Ça, c'est un acquis. Mais en revanche, quand on dit qu'il faut faire réduire la taille de l'économie, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à faire accepter à la population. Si on a une économie plus petite, ça sera encore plus cher l'investissement. Les pourcentages du PIB dont on parlait tout à l'heure, si vous divisez le PIB par 2, ces pourcentages mécaniquement vont augmenter par 2. Donc nous, ce qu'on sent quand on fait toutes les analyses qu'on fait, c'est qu'on peut concilier cette décarbonation avec une augmentation de la taille de l'économie, une augmentation modérée, moins forte que ce qu'elle aurait été sinon, mais qui n'a pas besoin de décroître pour réduire nos émissions. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à dépenser comme on le fait, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à jeter un tiers de la nourriture, ça ne veut pas dire, etc. Mais on n'a pas besoin de décroissance pour lutter effectivement contre le changement climatique. Bon, je vous rappelle à vous qui assistez à ces échanges que vous pouvez poser vos questions, que je répercuterai ensuite par la tablette. Eliane, au sein de l'entreprise, alors on a vu chez les énergéticiens, donc c'est des changements radicaux, des investissements radicalement différents. Dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut changer pour... Vous l'avez dit en quelques mots, mais j'aimerais que vous creusiez un petit peu.
Alors, si on en vient plus à des sujets de gouvernance, c'est-à-dire au niveau des dirigeants d'entreprise, et j'entends par gouvernance à la fois les dirigeants, les managers, les exécutifs, mais aussi le conseil d'administration. D'abord, faut-il que nous ayons collectivement un constat sur le modèle économique de l'entreprise. Évidemment, selon les secteurs, l'impact sur les émissions de CO2 est plus ou moins important. Donc faire déjà un diagnostic de manière très posée, sur la table, lucide, sur la façon dont on contribue aux émissions de CO2 ou pas. Et donc ça exige une revue complète de la chaîne de valeur, de la production, et au-delà de cela, une compréhension des enjeux liés au changement climatique. Et je pense que, moi je me place d'un point de vue d'administratrice, on a beaucoup à apprendre et continuer à apprendre et vraiment creuser de quel est le problème avec le changement climatique. Quel est le problème en émettant du CO2 qui reste dans l'air, dans l'atmosphère très longtemps. Il y a toute cette approche modeste, pédagogique, pour comprendre véritablement de quoi on parle, de manière à pouvoir intégrer ces enjeux dans la stratégie tout court de l'entreprise. Et c'est ensemble qu'on doit le faire. Et si on n'est pas d'accord, s'il y a des résistances, moi je pense qu'il faut réexaminer cette composition du Conseil pour aller ensemble, parce qu'encore une fois, le temps compte, et cette dimension, on a déjà perdu largement une décennie, et il nous faut, les 5 prochaines années sont absolument critiques pour arriver à maintenir le réchauffement à peut-être 2 degrés, et encore je pense que je suis extrêmement optimiste. Donc il y a vraiment une urgence. Donc on ne peut pas travailler de manière collective. Là où vous l'avez dit, il y a des choix d'investissement colossaux. C'est extrêmement complexe. Les sommes en jeu sont telles que ça fait hésiter parce que ça peut effectivement avoir des impacts sur la compétitivité. Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on a la connaissance technologique suffisante pour se dire c'est cette technologie-là qu'il faut choisir et on met le paquet là-dessus? Non, on peut se tromper, mais il faut avancer. Et donc, cette approche de formation me semble absolument dirimante pour arriver véritablement au résultat escompté dans un temps qui est très court. Et je terminerai par une chose. Alors, on voit fleurir des objectifs de net zéro à tel horizon, et c'est très bien, il faut que les entreprises s'engagent, mais il faut aussi comprendre que ça s'entend à un niveau mondial. On parlait de la Chine. C'est pas en disant que la Chine sont des mauvais élèves qu'on y a. Enfin, il y a une forme là aussi de déni. Je pense qu'on est tous impliqués, mais que ce net zéro ça se comprend bien au niveau de la planète. Donc toutes les parties prenantes, les entreprises, les gouvernements, les instances européennes et mondiales doivent nous donner le cap. Et c'est vrai que ce seront les entreprises qui vraiment passeront la première pour aller le plus vite possible. Évidemment, ce serait beaucoup plus facile de parvenir, beaucoup plus utile de parvenir à convaincre les Chinois de faire un peu moins de charbon pour lutter contre le réchauffement climatique que d'éteindre la lumière en sortant de la salle de bain. Alors, je résume. Les entreprises vont devoir y aller vite. Il y a un mur d'investissement tout à fait colossal. Il y a de l'urgence. Il y a de l'incertitude. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme incitation, comme mécanisme pour aider et je vais poser la question d'abord à Antoine. Beaucoup de choses. En fait, les économistes, ça ne vous aura pas échappé, depuis très longtemps, aiment rappeler que comme on a un problème qui est les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, ces émissions n'ont pas de prix, c'est gratuit. Et donc, comment on fait pour résoudre le problème? Il faut forcer les agents à internaliser ce qu'on appelle cette externalité. Et donc, il faut mettre un prix au carbone. Typiquement, une taxe carbone, un marché d'émissions, comme il y en a en Europe,
Il y en a ailleurs, au Canada, dans certains États des États-Unis, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et évidemment, ça joue un rôle fondamental parce que d'un côté, ça décourage l'émission, puisque maintenant ces émissions ont un prix, et donc ça décourage les activités polluantes, et ça encourage, au contraire, les activités non polluantes, et très important de mon point de vue, ça encourage, et ça je l'ai montré dans des papiers, ça encourage l'innovation dans les technologies bas carbone. Donc ce signal prix est très important. Mais évidemment, ce n'est pas du tout le seul instrument de politique publique qu'il faut employer. Il faut tout un panel de politiques. Je pense en premier lieu à l'incitation à l'innovation, donc toutes les politiques d'innovation, de soutien à la recherche et développement, par exemple. Ça doit faire partie évidemment du mix politique, comme on dit. Les normes, les standards, tout ça évidemment joue un rôle, en particulier dans les secteurs où les prix ne fonctionnent pas très bien. Je pense aux bâtiments, par exemple. Et les infrastructures publiques, bornes de recharge, etc. Donc il faut vraiment une panoplie d'instruments de politique publique. Et là, et peut-être qu'on aura le temps d'en parler un peu plus tard dans la discussion, le rôle de l'acceptabilité politique de ces différents instruments, à mon avis, est clé. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, il y avait plein de raisons à cette crise, mais elle a été entraîné en partie par cette taxe carbone en France. Donc peut-être qu'on pourra parler de ça un peu plus tard. Effectivement, on y reviendra. Pierre-Laurent, là, vraiment vu côté plutôt Engie, donc qu'est-ce qui serait utile, qu'est-ce qui permettrait d'aller plus vite dans l'environnement réglementaire? Est-ce que c'est des normes? Est-ce que c'est des prix? Est-ce que c'est... Alors, par rapport à ce mur d'investissement, il faut avoir en tête qu'en gros, on estime que 70 à 80% de ces investissements devront être faits par des entreprises publiques qui, évidemment, même si on est sur des modèles différents, recherchent la rentabilité. Et au sujet de la gouvernance, je voudrais ajouter que sur les engagements net zéro, pour Engie, par exemple, finalement, on est dans un monde où on a deux ressources qui sont aussi rares et aussi importantes l'une que l'autre. C'est des CAPEX pour investir et c'est un budget CO2. Et je peux vous garantir que tout projet de développement est regardé par le comité des investissements, aussi bien sous son angle de rentabilité que sous son angle d'émission de CO2. Et est-ce qu'il s'intègre bien dans la trajectoire dans laquelle le groupe Engie s'est engagé, qui est une trajectoire de neutralité carbone à 2045, ce qui peut paraître très loin, mais évidemment, il y a tout un tas d'étapes intermédiaires, de jalons qui amènent à des contraintes dès aujourd'hui. Alors, pour répondre directement à la question, le prix du CO2, il est évidemment très important et c'est un signal qui a énormément de sens d'un point de vue économique. Maintenant, on voit bien, je vais prendre l'exemple de l'éolien et du solaire, qui sont des technologies qui maintenant font quasi consensus. C'est pas des technologies qui sont développées avec un prix du CO2. Et si on avait dû utiliser un signal prix du CO2 pour développer le photovoltaïque, l'éolien à ses débuts, le niveau de prix qu'il nous aurait fallu, c'est de l'ordre de 1 000 € la tonne de CO2. Donc on voit bien que pour des technologies, quand on a besoin d'initier la pompe économique et pour enclencher cette espèce de cercle vertueux, plus je développe, plus les coûts baissent, plus les coûts baissent, plus je développe, à un moment, le prix du CO2 ne suffit pas. Et donc là, l'instrument, il reste deux instruments, les subventions, et c'est finalement ce qui a permis le développement de l'éolien et du solaire, et les normes. Et les normes, on voit que c'est plutôt ce qui est choisi pour décarboner le secteur des transports. Mais finalement, on voit bien que même si le prix du CO2, il est clé, c'est pas suffisant. Et ce qui manque aussi au prix du CO2 du point de vue des industriels, c'est de la visibilité. Aujourd'hui, on est sur une tendance à la hausse qui est très positive. Maintenant, avec comme les craintes de récession qu'on a actuellement, on sait bien qu'on a parlé de trous d'air chaud il y a une dizaine d'années. Ça pourrait être un facteur extrêmement baissier sur le prix du CO2. Donc, c'est-à-dire en cas de chute de l'activité,
on aurait un prix du CO2 qui chuterait, voire qui tomberait, qui deviendrait pratiquement nul. Absolument. Ce qui s'est déjà vu. Alors même si, alors c'est un peu technique, mais la Commission européenne a introduit des nouveaux mécanismes qui permettent de limiter cet effet. Finalement, ça serait peut-être, vu que ce qu'on vit, c'est un prix, ce serait peut-être plus simple, comme l'ont fait notamment les Britanniques avec un grand succès, de définir un prix plancher qui permettrait aux investisseurs d'avoir de la visibilité à long terme. Parce que quand on investit dans une centrale décarbonée, dans de la décarbonation, peu importe, l'horizon qui nous intéresse, ce n'est pas un horizon de 2-3 ans qui est ce que donnent comme visibilité les marchés, c'est un horizon de 25 ou 30 ans. Antoine ? Oui, non, je voulais juste mentionner un autre exemple. Vous avez mentionné le prix plancher qui a été adopté au Royaume-Uni. Les Pays-Bas ont mis en place une taxe carbone qui s'appelle le Carbon Levy, qui a débuté en 2020 et qui agit comme également un prix plancher au-dessus du prix qui est sur le marché du carbone européen. Mais ils ont défini ça avec les industriels, de manière à assurer un consensus avec l'industrie. Et ils ont surtout défini un sentier jusqu'en 2030, qui a été donc accepté et qui est dans la loi. Et qui assure du coup cette visibilité qui est absolument clé pour les entreprises, parce qu'elles savent quelle est la trajectoire à laquelle elles vont faire face. Mais je voudrais ajouter aussi que ce qui me paraît très intéressant dans l'approche hollandaise, c'est qu'ils ont joint à cette taxe carbone un système de subvention assez massif à l'adoption de technologies bas carbone pour les entreprises. L'idée étant qu'en fait, les entreprises, elles savent que si elles ne s'équipent pas dans quelques années, quand le prix aura augmenté, elles feront face à cette contrainte. Et donc, on leur donne des subventions pour s'adapter aujourd'hui, pour changer leur processus de production, de manière à ce qu'elles n'aient jamais en fait, à payer la taxe à l'avenir. C'est un mécanisme qui me paraît très intéressant et qu'on peut envisager d'adopter également pour les ménages, au lieu de faire une taxe carbone sans contrepartie, comme on l'a fait en France. D'abord, des subventions, par exemple, à l'adoption de véhicules électriques, augmenter les réseaux de transport public, et en 10 ans, par contre, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a une taxe carbone qui arrive. Et ça me paraît être une manière plus maligne de mettre en œuvre les politiques climatiques. Thomas, au-delà de ce qui a déjà été proposé en mécanisme d'incitation, est-ce que tu vois est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, nous, ce qu'on utilise chez Total Energy, donc c'est un prix interne du CO2, donc qu'on a fixé à 100 € la tonne. Donc ça veut dire que comme le font beaucoup d'entreprises, compris en dehors de l'énergie. Exactement. Donc chaque fois qu'on évalue un projet, on se dit est-ce qu'il passe la barre des 100 Est-ce que la rentabilité économique avec ce 100 $ du CO2 est assurée ou pas? L'entreprise le font. Je pense que peut-être complémenter ce qui a été dit. Pour nous, la visibilité du prix du CO2, c'est effectivement très important, parce que quand on regarde nos investissements sur 20, 30, 40 ans, c'est quand même important d'avoir de la visibilité. Le deuxième aspect sur l'acceptabilité sociale, et je pense qu'on a commencé un tout petit peu à en parler, l'utilisation qui est faite des revenus de la taxe du CO2 ou du prix du CO2 est un vrai vecteur, un vrai levier de politique publique et important, et qui contribue autant à l'efficacité du mécanisme peut-être que le prix. C'est-à-dire que si on utilise les recettes pour accompagner les plus démunis dans leur transition énergétique, c'est beaucoup plus malin que d'utiliser les recettes pour faire autre chose. Donc il y a tout un... Je pense que quand on parle des instruments, et en particulier du prix du CO2, ça génère des revenus, il faut tout de suite imaginer et discuter et se mettre d'accord sur comment on va les utiliser. Alors avant de donner la parole à Eliane, je voudrais redonner la parole à Antoine, puisque justement l'OCDE a fait récemment une grosse étude sur cette question de l'acceptabilité. C'est-à-dire, il ne suffit pas de décider des mécanismes, il faut aussi qu'ils soient acceptés. Vous avez cité les gilets jaunes, qui ont déjà été cités dans la session précédente, ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qui ressort de ces travaux ? Oui, donc on a conduit une étude sur 20 pays où on a interrogé 2000 personnes dans chaque pays qui sont représentatives de la population. Collectivement, je crois que ces 20 pays représentent 75% des émissions mondiales. Donc
c'est une étude intéressante. Et d'ailleurs, pour le cas de la France, on a aussi publié une note du Conseil d'analyse économique qui résume ça. Et ça rejoint totalement ce qui vient d'être dit, en fait. Ce qu'on a vu, c'est que il y a plusieurs mécanismes qui expliquent le soutien ou le rejet des politiques climatiques. Et les trois principaux, ce sont d'une part évidemment le coût anticipé par les ménages sur leur propre budget. Ça, évidemment, quand ils pensent que ça va leur coûter de l'argent, il y a un rejet. Mais aussi l'équité. Donc s'ils pensent que cette politique va avoir un effet plus important négatif sur les ménages à revenus modestes, alors la politique est rejetée. Et le troisième critère, c'est l'efficacité des politiques. Il faut croire que cette politique va être effectivement capable de réduire les émissions. Après, sur les préférences pour certains types de politiques, on retrouve un peu ce qu'on imaginait, c'est-à-dire que les gens préfèrent évidemment les subventions aux taxes. Mais ce qui est très intéressant pour rejoindre ce que disait Thomas, c'est que dans le cas des taxes, on a un rejet majoritaire des taxes carbone dont le produit n'est pas affecté, qui va dans le budget général de l'État. En revanche, dès lors que, et là je vous parle de l'exemple de la France, mais même si c'est un résultat qu'on retrouve partout, dès lors que le produit de la taxe est affecté soit pour des subventions à l'adoption de technologies bas carbone ou au déploiement de l'infrastructure verte, par exemple, ou soit qu'il est affecté pour protéger les ménages les plus démunis, les plus exposés, ceux qui sont les plus dépendants au carbone, et je pense par exemple à des ménages qui sont en zone rurale, alors il y a une majorité de soutien pour les taxes carbone. Donc tout est dans le design de ces politiques et aussi comment on les explique. Et ça, c'est un message que je voulais faire passer ici aux enseignants, parce qu'on a fait dans cette étude une expérience où on montrait aux répondants des vidéos explicatives de 3 minutes, 5 minutes, et on leur expliquait comment fonctionnaient les politiques. Donc par exemple, une taxe carbone, on leur explique, voilà, cette taxe, elle va se traduire par une augmentation de 10 centimes par litre du prix de l'essence, elle va réduire les émissions de temps, elle va avoir des effets négatifs chez certains ménages, mais on peut compenser ces effets en redistribuant le produit de la taxe, etc. Et quand on fournissait ces explications, par rapport à un groupe contrôle qui recevait aucune explication, le soutien augmentait très fortement. Donc, ce qu'on a constaté, c'était qu'il y avait un besoin très important d'expliquer aux gens les politiques publiques climatiques. On a une deuxième vidéo où on explique aux gens les impacts du changement climatique. Le niveau de la mer va augmenter, il y aura des tempêtes plus fréquentes, etc. Ça n'a aucun effet sur l'acceptation des politiques publiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens le savent déjà. Ils savent qu'il y a un changement climatique, ils savent que ça a des effets, et finalement, c'est pas la peine de répéter que les ours blancs vont mourir, etc., et qu'on aura plus de tempêtes. En revanche, sur les politiques publiques, il y a l'air d'avoir un besoin très fort d'explication, il y a une méconnaissance qui a un effet très fort sur l'acceptation de ces politiques. Eliane. J'abonde complètement dans votre sens, et on va être tous confrontés à des injonctions contradictoires et des choix extrêmement difficiles à faire, et que ça soit au niveau micro ou macro, et bien entendu des politiques. Je dirais le maître mot, ça serait pédagogie et cohérence. C'est-à-dire quand moi j'ai été scandalisée de voir quand la moitié des départements en France repassaient à 90 km/h sur les routes secondaires au lieu des 80, alors qu'on est en train de dire il vaut mieux réduire, passer à 110 km/h sur les autoroutes que rester à 130, etc. Donc ces incohérences, on les paye très cher, et là encore font perdre du temps. Pour revenir, Jean-Marc, à votre question initiale, quelles sont aussi les autres incitations en dehors des sujets qui ont été évoqués là? Il y a bien entendu les incitations réglementaires. Quand l'Europe donne le cap d'arriver à la neutralité carbone en 2050 avec une étape intermédiaire Fit for 55
je fais exprès d'utiliser les mots parce que ça raccroche à des concepts, donc de réduire de 55% les émissions de CO2 à l'horizon 2030. 2030, c'est 8 ans si je ne m'abuse. Encore une fois, le temps nous est compté. Et que pour cela, il y a tout un dispositif de reporting qui est exigé. Ça a commencé avec la taxonomie verte et ça va continuer à être de plus en plus exigeant pour les entreprises. Et je ne parle pas des autres directives européennes qui se mettent en place et qui s'adressent à des entreprises à partir de 250 salariés. Donc on voit qu'on descend très bas maintenant dans la taille. Ce n'est pas seulement les grandes entreprises ou les entreprises du CAC 40 qui vont être concernées. Donc ça, c'est une contrainte réglementaire de ce qu'on appelle l'information extra-financière qui va devenir de plus en plus exigeante. Et deuxièmement, la taxonomie verte, elle est faite pour ça, pour diriger les financements des investisseurs, des banquiers, vers les investissements justement qui vont financer la transition énergétique. Et dès lors que vous répondez pas, vous en tant qu'entreprise, à une ambition de transition énergétique, vous risquez d'avoir moins facilement accès à ces financements. Donc s'il n'y a pas la trésorerie, s'il n'y a pas le cash, c'est pas la peine de faire un dessin pour dire que ça sera beaucoup plus compliqué pour continuer à financer un cycle économique qui n'intègre pas ces ambitions de réduction de CO2 à terme. Donc ce sont aussi des bâtons qui sont nécessaires pour faire avancer la cause. Pierre Laurent, avant de prendre vos questions. Oui, juste un complément sur ces sujets d'incitation. On a tendance à opposer l'outil prix du carbone à des outils qui seraient plus, entre guillemets, moins marchés, qui seraient des normes ou des subventions. Mais moi, il me semble qu'il y a le prix du carbone, il doit être utilisé. C'est quelque chose qui doit être sous-jacent à toutes les décisions. Et on a souvent tendance à parler de shadow carbon price, qui est finalement, même ce qui me semble être important, de la responsabilité des pouvoirs publics quand ils décident de s'orienter vers des subventions ou vers des normes, c'est quand même d'avoir en sous-jacent toujours cette idée quel est le coût d'abattement finalement. C'est cet indicateur économique du ratio entre le CO2 évité et le coût et le CO2 évité qui permet quand même un petit peu, on va dire, d'éviter les dérives où on aurait des normes qui seraient totalement inefficaces. Et donc finalement, le signal prix du carbone, il est indispensable dans tous les cas. Et soit il est, je dirais, en dur, et c'est un signal prix que les acteurs économiques qui impactent directement les acteurs économiques, soit il est, je dirais, un peu en arrière-plan, mais il doit être de toute façon sous-jacent à toutes les décisions d'orientation des politiques publiques. Donc maintenant, vos questions, vos réactions, vos remarques. Alors, d'abord, Antoine, il y a Florence qui vous demande s'il est possible d'avoir accès aux vidéos que vous avez mentionnées. Ça, vous pourrez peut-être répondre sur le site. Ensuite, une question facile pour Thomas. Total Energy est-elle prêt à ne plus utiliser un jour du pétrole ? La réponse est oui. Bien sûr. Je savais que c'était une question facile. Au-delà ? Très sérieusement, la réponse est oui, bien sûr. Donc, on a sorti notre rapport de développement durable et en 2050, je pense que, alors je ne me rappelle plus exactement les chiffres, même si je devrais les savoir par cœur, je crois qu'en 2050, on a très très peu de pétrole, d'hydrocarbures qui restent dans notre mix et on s'engage pour la partie qui reste à le compenser, soit par des forêts ou du direct air capture. Le point qui est important ici, c'est pourquoi on sort pas entièrement. On ne dit pas on sort pas demain entièrement du pétrole. C'est qu'il y a quand même une demande pour le pétrole aujourd'hui, et donc on ne peut pas. Nous, en tant qu'entreprise, on a quand même des clients qui ont besoin de notre énergie pour se déplacer, pour avoir accès à des tas de biens et de services. Donc on ne peut pas aller plus vite que la société. Et je pense que c'est ça qui est un point important à expliquer aux jeunes générations, c'est que le pétrole, les énergies fossiles polluent, mais elles ont aussi une valeur économique. Et donc, il faut graduellement réduire leur utilisation. Et donc, on va le faire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas demain matin arrêter de produire du pétrole. Parce que si on arrête de produire des énergies fossiles,
Il y a juste 80% de notre mix énergétique qui s'arrête aujourd'hui. Donc il faut une pente, la plus rapide possible, mais il faut une pente. C'est un peu long, mais je pense que c'est important de non, mais tout est une question effectivement de pente et il y a beaucoup de désaccords sur les degrés là. Plusieurs questions sur la taxation carbone aux frontières. Vous en avez dit un mot, j'aimerais peut-être Antoine que vous en disiez. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça peut être une opportunité ensuite pour l'Europe d'accompagner la Chine dans ses politiques de dépollution, ce qui rejoint la remarque que je faisais tout à l'heure sur le charbon? Alors, un mot sur les vidéos. Oui, si vous allez sur le site de l'OCDE, il y a toutes les... vous pouvez télécharger le document qui, en annexe, contient des liens vers toutes ces vidéos pédagogiques qui sont toutes en ligne. Et donc, peut-être qu'on pourra mettre un lien via Melchior. Ok, super. Sur la taxe carbone aux frontières, donc, le mécanisme va être mis en place, a priori. Il reste quelques discussions techniques à régler, il me semble. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir une sorte de projet pilote, si vous voulez, qui sera concentré sur 4 ou 5 secteurs qui sont ceux qu'on estime être les plus exposés à la concurrence internationale et également les plus émetteurs en CO2. Le principe est assez simple et d'un point de vue de théorie économique, c'est formidable. On met le prix à la frontière quand les biens sont importés. Et du coup, ça, évidemment, met sur un même pied, sur un pied d'égalité, les producteurs domestiques, donc européens, avec les producteurs étrangers. Et donc, ça résout totalement ce problème de coût relatif de production, de compétitivité. Le diable est un peu dans les détails parce que ça, d'un point de vue théorique, c'est formidable. Évidemment, ça pose d'autres problèmes. Un, celui de la mesure. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mesurer le contenu carbone des biens. C'est relativement facile pour les biens qui sont standardisés, les aciers assez simples, etc. Mais ça coûte quand même de l'argent de faire ce calcul. Il faut aussi pouvoir être certain de la validité des calculs qui sont faits, parce que ce sont les producteurs qui connaissent leur contenu carbone, pas l'Europe, évidemment. Donc ça suppose tout un mécanisme de validation de ces émissions dans des pays en développement, donc c'est pas forcément évident. Et évidemment, pour les produits plus complexes, comme une automobile, bah là, ça devient extrêmement compliqué, parce qu'il n'y a pas seulement les émissions de la firme, il y a aussi les émissions intégrées aux produits qui viennent des fournisseurs et des fournisseurs des fournisseurs, etc., qui peuvent être localisés dans 15 pays différents. Donc je vous laisse imaginer la complexité du mécanisme. Et du coup, évidemment, le problème, c'est qu'on va peut-être importer moins d'acier, mais qu'à la place, on importera des automobiles, ou enfin, en tout cas les produits qui, eux, ne sont pas soumis à la taxe carbone aux frontières, parce qu'on a jugé que c'était trop compliqué. Donc voilà, il y a ce problème. Et puis le deuxième problème, il est évidemment politique. Il peut y avoir des mesures de rétorsion, il va sans doute y avoir une bataille à l'OMC. Les juristes sont un peu divisés sur la compatibilité en fonction du design de ces règles avec les règles de l'OMC. Et donc mon point de vue personnel, c'est que c'est un mécanisme qui est théoriquement formidable, beaucoup plus compliqué d'un point de vue des données et des politiques. Et donc, c'est bien si ça peut rester une menace, en fait. Et que du coup, on dit, bon, attention, si vous continuez à polluer, on va mettre une taxe carbone. Et du coup, ça agit comme un mécanisme incitatif. Et c'est quand même mieux si on n'a pas besoin de la mettre en œuvre, parce que ça risque d'être quand même très compliqué. Oui, ce que le journaliste que je suis aurait presque tendance à appeler une idée d'économiste. Une remarque qui rebondissait sur celle de Thomas sur le capitalisme. Donc le capitalisme, il a contribué au développement économique, mais il a de ceux qui l'ont adopté, mais il a raréfié les ressources naturelles pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas adopté son système. Par ailleurs, la Chine, les grosses émettrices de CO2, mais c'est avant tout pour faire tourner le capitalisme occidental, c'est ce que dit la question. Mais
D'où une question. Le fait que la Chine, comme les États-Unis, accélère la transition par les récentes mesures prises dans chacun des pays, est-ce que ça donnerait un signal fort aux entreprises des autres pays plus petits comme la France pour se lancer aux 3/4 et non plus 1/4 comme Total dans les énergies renouvelables? Encore une fois, je me permets d'insister sur ce point parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment rappeler, et puis il faut rappeler aux étudiants. L'énergie fossile, ça nous permet en gros de passer d'un PIB de 1%, 1 euro par habitant et par an, qui est le PIB du Néandertal jusqu'au début du 19e siècle, pardon. Ça nous a permis d'augmenter notre PIB d'une façon incroyable. Donc, et ça, tout le monde en a bénéficié. Alors, il faut quand même comprendre que quand on va arrêter les énergies fossiles, oui, c'est une bonne chose pour la planète, mais ça va avoir des impacts économiques importants. Et je pense qu'il faut vraiment le comprendre et on ne peut pas cacher ce truc-là. Alors après, le problème du renouvelable en France, c'est un problème qui me semble extrêmement compliqué parce qu'il se trouve qu'en France, on dispose d'un parc nucléaire qui produit déjà de l'électricité décarbonée. Donc, autant en Europe, on peut, et c'est tout à fait normal, dire qu'on a besoin de beaucoup de renouvelables, autant le problème de la décarbonation de l'électricité en France ne se pose pas dans les mêmes termes que dans d'autres pays, le reste de l'Europe et a fortiori la Chine ou les États-Unis qui n'ont pas le même volume de nucléaire. Je pense qu'il faut faire attention à ce point-là. Une autre réaction, Pierre-Laurent? Oui, peut-être une réaction. Finalement, sur ce que vient de dire Thomas Olivier, effectivement, aujourd'hui, oui, mais dans 20 ans, le parc nucléaire français il sera totalement renouvelé et finalement, on se retrouve, et comme la transition énergétique, on est vraiment sur le temps long, finalement, on se retrouve quand même aussi à des décisions assez fondamentales et qui vont nécessiter, et je crois qu'il y a RTE, dans son étude récente sur les futurs énergétiques, en gros, la conclusion, c'est que dans tous les scénarios, on a une majorité de renouvelables. C'est-à-dire que l'époque où l'électricité nucléaire faisait la majorité de la production d'électricité, elle est derrière nous. On aura très vraisemblablement, et c'est une chance finalement que la France ait cette filière parce que ça nous permet un peu de nous diversifier et de ne pas tout miser sur les renouvelables. Mais il est quand même à peu près clair qu'on aura à terme, si on arrive à décarboner notre système électrique, qui sera dominé par les renouvelables, même en France. Antoine, un mot. Oui, juste un mot. Je suis d'accord qu'on a tendance à sous-estimer l'étendue de la misère précapitaliste et les bénéfices qu'on a tirés de l'exploitation des énergies fossiles. Mais sur votre point de la croissance et du coût, moi, je pense quand même que ce coût, il est essentiellement transitoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de passer d'un système à un autre. Le taux de croissance à long terme, dans une économie verte versus brune, je ne vois pas pourquoi il serait inférieur. Et donc, le problème, c'est ce coût qu'on va payer d'un point de vue transitoire. Et du coup, ça, pour moi, c'est une histoire simplement de changement technique qu'il faut accélérer. Si je peux, parce que ça c'est vraiment un point important. Non, désolé. Juste pour dire que je suis d'accord. Bon, mais quand même que le coût il est politique et il est très important. La marche à sauter est importante. Alors, ça rejoint aussi le point que disait Pierre-Laurent dans sa première intervention, et je crois qu'il va transmettre un graphique qui est très parlant, qui figurera sur le site Melchior. Quelles sont les conséquences macroéconomiques de la transition environnementale? Voilà la question à laquelle vous aviez à répondre. La réponse est: ces conséquences sont massives. Comment les prendre en compte? Gouvernance, incitation. La réponse est: il y a plein d'outils. Il faut les coordonner à la fois à l'échelon macro-politique et aussi à l'échelon de chaque entreprise, qui pose toute une série d'interrogations. Et je voudrais terminer par une question à laquelle il n'y a pas eu de réponse, mais qui pourrait vous amener à réfléchir, qui est: comment faire comprendre à l'ensemble de la population l'importance du changement de civilisation? Peut-on attendre que les enfants d'aujourd'hui grandissent ou peut-on aller encore plus vite? Merci à tous pour cette session.